Bonjour. Après les très vives inquiétudes sur les effets de l'épidémie de coronavirus sur l'offre et la demande mondiale, une pandémie désormais selon l'OMS, eh bien les marchés financiers sont entrés dans une spirale de forte baisse avec un risque d'auto-réalisation. La chute a été accentuée par l'échec des négociations entre la Russie et l'OPEP pour stabiliser les prix du pétrole. Du coup, le brut a chuté de plus de 20%. Puis la décision mercredi soir de Donald Trump d'interdire durant 30 jours aux voyageurs en provenance d'Europe d'entrer sur le sol américain a fait plonger les secteurs aériens, du tourisme et hôtelier. Enfin, les mesures annoncées par la BCE jeudi, jugées insuffisantes, ont un peu plus enfoncé les indices. Une sorte d'effet domino. Les marchés sont en mode panique, résume bien, à mon avis, Paul O'Connor, responsable multi-asset chez Janus Henderson Investors. Aujourd'hui, le scénario en U, retenu par de nombreux experts, qui ont abandonné celui en V, reposant sur l'idée d'une reprise rapide, est en train de dominer. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer? Que peut-on faire aujourd'hui? Quelles sont les perspectives? À mon avis, 3 points sont et resteront majeurs. Premier point. Pour les plus pessimistes, le coronavirus est un choc comparable au 11 septembre, avec, vous vous souvenez, l'effondrement des tours du World Trade Center à New York en 2001. Et aussi avec la crise de 2008, c'est-à-dire avec la chute de la banque Lehman. Estime ainsi, par exemple, l'économiste Mark Touati dans un édito récent dans Capital. Il me semble que nous sommes confrontés à une crise sanitaire violente, mais sans comparaison avec celle de 2008-2009, qui était financière et bancaire, sur fond de fuite en avant des emprunts immobiliers subprime, vous vous souvenez. À l'époque, la défiance envers le marché interbancaire avait même bloqué l'économie mondiale, faisant même craindre une implosion du système financier mondial. Eh bien, la crise du coronavirus pèse sur l'offre et sur l'endettement, mais elle n'a pas d'origine financière. Cela ressemble, à mon avis, un peu plus aux pestes du XIVe siècle, au choléra en 1832 ou à la grippe espagnole de 1918. À chaque fois, on comptait, cela dit, plusieurs millions de morts. Mais évidemment, et fort heureusement d'ailleurs, ce n'est pas le cas aujourd'hui. D'une crise sanitaire qui s'apparente davantage à un grain de sable pour les marchés financiers et l'économie mondiale dont les répercussions ne sont pas encore connues, souligne par exemple Emmanuel Ferry en charge de la gestion de portefeuille institutionnel chez Banque Paris Bertrand. Deuxième point, c'est une crise ponctuelle. Jinping Xia, responsable des actions chinoises d'Invesco, estime par exemple que la Chine sera le premier pays à se remettre du Covid-19, ce qui est assez logique. La crise du coronavirus devrait encore durer au moins 2 ou 3 mois. On ne sait pas exactement combien de temps. Mais, guillemets, la plupart des pays touchés, comme la Corée du Sud ou l'Italie, ont un système de santé performant qui devrait leur permettre de faire face. Par ailleurs, le nombre de cas en Chine est en chute libre, ce qui laisse espérer une reprise de l'activité relativement rapide là-bas. Bien sûr, la situation reste particulièrement volatile, mais pour les investisseurs, en tout cas, la panique est souvent mauvaise conseillère, souligne par exemple Bernard Hébrand, que j'aime bien souvent citer, directeur général d'Invesco, dans ses tendances et allocations de mars. Même retenue, je note chez JP Morgan. Guillemets, notre scénario de base prévoit que le coût porté à la croissance régionale en Asie et mondiale sera transitoire et que les statistiques économiques et les bénéfices se redresseront au second semestre 2020. Si une certaine prudence se justifie à court terme, ce n'est pas le moment de devenir complètement négatif sur des actifs risqués, estime JP Morgan. Cette semaine, c'est Sylvia Cheng, stratégiste multi-asset chez JP Morgan, qui nous dit ça. Troisième point, les gouvernements et les banques centrales sont à la manœuvre, mais effectivement, pour le moment, c'est pas vraiment convaincant. Je vous le rappelle, les ministres des Finances du G7 ont déclaré être prêts à prendre les mesures nécessaires, y compris budgétaires, pour faire face à la crise du coronavirus. La Fed américaine, je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, a annoncé le 3 mars une baisse de ses taux de 0,5 points de base.
D'autres banques centrales ont suivi. Récemment, la Banque centrale d'Islande a baissé mercredi son principal taux de 50 points de base à 2,25. La Banque d'Angleterre, sans attendre sa prochaine réunion de politique monétaire, a annoncé également mercredi une baisse surprise de ses taux de 0,5%. Mais, la BCE, effectivement, jeudi, n'a pas bougé ses taux. Du coup, le CAC, je vous le rappelle, a perdu à peu près plus de 10%, à un moment en tout cas, au moins, affichant son plus fort recul depuis octobre 2008. C'est quand même un petit peu inquiétant. La BCE a annoncé en tout cas qu'elle dépenserait 120 milliards d'euros supplémentaires d'ici la fin de l'année pour acheter de la dette, particulièrement celle du secteur privé. Alors, tout ça est intéressant, mais ça a été jugé insuffisant par les marchés. La BCE est en deçà des attentes du marché, a commenté Andrew Bosomworth, responsable des portefeuilles allemands chez PIMCO. Comme attendu, le package annoncé par la BCE a consisté à fournir des liquidités. C'est bien une action coordonnée des politiques budgétaires et monétaires qui est le plus nécessaire et urgente au vu du krach sur les marchés financiers qui se dessine, commente aussi Patrick Gautry, qui est chef économiste à l'Union bancaire privée. Mais, de nombreux pays dont les taux sont déjà à zéro ou négatifs se rendent compte qu'une nouvelle baisse des taux n'aurait des effets en tout cas que limités. C'est pourquoi la BCE a laissé ses taux inchangés et a opté pour le quantitative easing, souligne Unigestion. Donc un point de vue qui justifie l'absence de baisse des taux de la BCE. Enfin, voici les commentaires de Christine Lagarde que je vous livre à nouveau dans cette vidéo. Guillemets, une réponse de politique budgétaire ambitieuse et coordonnée est nécessaire afin de soutenir les entreprises et les travailleurs menacés. Les gouvernements et toutes les institutions politiques doivent prendre des mesures rapides et ciblées pour répondre aux défis de santé publique qu'est la restriction de la propagation du virus et pour en limiter l'impact économique, a expliqué Christine Lagarde juste dans la foulée de la décision de la BCE. En conclusion, 2 ou 3 mots. Guillemets, on peut estimer que la véritable sortie de crise interviendra avec l'arrêt de la diffusion de l'épidémie et probablement des soutiens budgétaires des gouvernements. Le scénario du pire supposerait une aggravation sensible du bilan sanitaire, provoqué par exemple par une ou des mutations dangereuses du virus. Mais pour l'instant, ce scénario n'est pas d'actualité. Il est jugé en tout cas peu probable. La question fondamentale, à mon avis, reste: les marchés ont-ils suffisamment baissé pour intégrer ce ralentissement économique? Voici en tout cas la réponse de Chollet-Dupont que je vous livre à votre réflexion dans sa stratégie, Chollet-Dupont dans sa stratégie d'investissement de mars. La période d'attentisme qui s'annonce permettra de continuer à renforcer progressivement le poids des actions pour anticiper la reprise de l'activité. Alors, bon trade, soyons optimistes et d'ici là, je vous souhaite en tout cas de très bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.